Merci à toutes les personnes qui ont eu la curiosité de me demander le second extrait de mon livre. Et merci, bien évidemment, à ceux qui l'ont d'ores et déjà précommandé. Je commence tout de suite. C'est parti avec cet extrait. Hélène, ma petite, je vais glisser cette lettre dans ton sac à main avant que tu ne quittes le village au lever du jour. Comme je sais que tu partiras très tôt, j'entrerai dans ta chambre avant l'aube et pendant ton sommeil. Je ne fouillerai pas ton sac en détail, sois tranquille, ce n'est pas dans mes habitudes. J'en chercherai seulement la poche intérieure, tu sais, celle qu'on vérifie très rarement. Puis, je plierai mon message en 4 et je le déposerai dedans. Je mise sur le fait que tu ne videras cette poche qu'une fois rentré chez toi, au moment où tu rangeras le reste de tes affaires, découvrant alors mes mots. Vraiment, j'espère que tu excuseras ce procédé de petit garçon trop timide pour dire ce qu'il a à dire, les yeux dans les yeux de sa belle. Je me jette à l'eau. Il me semble que je suis en train de tomber amoureux de toi, Hélène. Amoureux de ton visage, de sa perfection, de sa finesse, amoureux de ta profonde et authentique humanité, amoureux de ton caractère bondissant, jovial, invariable en dépit des circonstances, amoureux de ta voix d'elfe surtout, que j'aime cette voix flûtée, Hélène, si féminine, si mélodieuse, si douce et rassurante. À 1000 reprises, hier, j'ai eu l'occasion d'être seul près de toi et de te dire ces choses-là, mais je n'en ai pas trouvé le courage. Pardonne ma faiblesse, je te prie. C'est la peur de l'échec qui m'a retenu. Maintes fois au cours de ma vie, j'ai approché des bonheurs simples sans réussir à les atteindre, ratant presque toujours la dernière marche, si bien que j'en suis arrivé à ne plus rien demander au ciel comme aux hommes, me résignant à l'existence morne et superflue que le sort semblait me réserver. Jamais je n'aurais cru trouver dans un hôtel dortoir perdu au fond de l'Espagne une femme de ta qualité, de ta classe, avec autant d'esprit et de répondant. Je n'avais jamais vraiment ri avec une femme avant toi. En toute sincérité, je ne savais même pas qu'une femme pouvait être drôle. Et surtout, une femme aussi belle que toi. Tu es une princesse qui est née par malheur dans la fange du prolétariat. Un être d'exception, une perle rare, un mirage peut-être. Pourtant, j'ai cette prétention-là. Un jour, tu seras mienne et mienne seulement. Et tu porteras mon nom, Richard. Je ne suis pas idiot et je vois bien que je te plais aussi. Mais comme tu es un être pur, tu devines sans effort que je ne me livre pas complètement à ton contact, et que peut-être je te cache des choses d'une certaine importance. C'est vrai, je te cache des choses. Une chose en particulier, un projet fou, que personne d'autre que moi ne connaît à ce jour. Ce que je te cache, ce n'est pas une seconde vie, ce n'est pas un harem d'adolescentes blotties l'une contre l'autre, toutes nues et à disposition dans mon grenier. Ce n'est pas un traumatisme familial effrayant non plus, ni une anomalie corporelle disgracieuse que je chercherai à dissimuler à tout prix. C'est autre chose encore. Si nous devenons intimes, et nous le deviendrons bientôt, tu sauras de quoi il s'agit, car c'est un poids dont je souhaite me libérer, une charge que j'arrive plus à supporter seul. Je te fais déjà confiance, ne te méprends pas à ce sujet. Mais il en faut beaucoup plus de confiance pour se laisser aller à ce genre de révélation. Quand le moment sera venu, je le sentirai sans doute et je te dirai tout. Hier nuit, j'ai fait un rêve illégal dans lequel je te révélais ce grand secret. Je précise illégal parce qu'il n'y a plus que dans nos rêves que l'État nous autorise, parce qu'il n'arrive pas ici à nous l'interdire, à penser ce que nous pensons de la France. Comme si la main géante du pouvoir gauchiste qui plane au-dessus de notre tête m'empêchait d'être qui je suis à 100% dans la vie éveillée, et que mon inconscient faisait surgir le vrai Lionel au cœur des songes de la nuit. Je vais te raconter mon dernier rêve tant que je m'en souviens. Un rêve dans lequel tu avais une place de choix. Je l'ai fait à 2 heures du matin et depuis, je n'ai pas réussi à m'endormir. Il y a quelque chose que tu m'as reproché plusieurs fois, et sans doute à raison. C'est de ne me satisfaire de rien. Tu m'as dit que même une victoire surprise du FN ne suffirait pas à me rendre pleinement heureux. Oui, Hélène, je le confesse. Je ne veux pas seulement que le robinet migratoire se ferme avec nonchalance et sans éclat. Je ne veux pas entendre parler du respect des conventions de Genève. Cela ne suffirait pas à l'Europe. Cela ne contenterait pas son besoin de vengeance envers les peuples de sous-humains qui l'ont tant sali ces 50 dernières années. Ce serait peut-être une victoire, mais une victoire molle, amère, diplomatique, conclue sur tapis vert, et qui me laisserait un goût d'inachevé dans la bouche. Non, moi je rêve de révolution, de tourbillon de sang impur, d'apocalypse symphonique. Je rêve d'une nouvelle Europe où l'intellect serait roi et la beauté reine, une Europe maîtresse du monde, à nouveau, et maîtresse de l'univers, demain. Voici donc le rêve que j'ai fait, ma chère Hélène. Certains détails ont quitté ma mémoire,
mais l'essentiel de l'intrigue est toujours là. Au début, nous marchions main dans la main dans un centre-ville français comme il en existe des centaines. Je ne peux pas te donner le nom de cette ville car je ne sais pas où nous étions, sinon en France. Imagine la place principale d'une ville de 50 à 100 000 habitants que tu connais bien, et tu pourras te projeter à ton tour dans ce rêve étonnant. Imagine aussi des statues de pierre et des immeubles du XVIIIe et du XIXe siècle. Imagine le pavé des rues piétonnes de n'importe quel centre historique, ou encore les banques, les enseignes qui clignotent, les fast-foods qui gâchent tout, et le bruit des mobylettes et des tramways. Nous avancions vers un magasin de chaussures, car les tiennes te faisaient très mal aux pieds et qu'il te fallait en changer. Juste avant d'entrer dans la boutique, un homme est venu à notre rencontre. Il portait un t-shirt « Aidez-les !» avec un dessin du continent africain cousu au niveau de l'abdomen. Il a comme surgi de nulle part, avec un discours prémâché et bien connu de nous autres. Ce que fait ce garçon, c'est travailler, ce n'est pas défendre une cause qui lui est chère. Chaque jour, on voit ce même pitre, comprends-le bien, ce sont les mêmes employés, chaque jour, aux mêmes endroits. Défendre une cause différente. Les bébés phoques le lundi, les sidaïques le mardi, les musulmans opprimés de je ne sais où ne rient pas. Ces associations existent vraiment, le mercredi. Et dans ce rêve, c'était le tour de l'Afrique. Bonjour, bonjour! Est-ce que vous auriez un petit moment pour parler de l'avenir des Africains, les amoureux? J'ai détesté qu'il ait dit « les amoureux » en nous abordant, comme pour chercher à créer un lien émotionnel avec nous. Mais j'ai répondu calmement. Est-ce que les Africains prennent des petits moments entre eux pour parler de nous et de notre avenir? Là est la vraie question, jeune homme. Il s'apprêtait à répondre, mais d'un coup de doigt indolore sur son nez, pouic, je l'ai rendu aphone. Et à la place de son charabia humanitaire pour imbécile politique, de la merde est soudainement sortie de sa bouche. Ah, ma douce, j'avais oublié de te prévenir. Il s'agissait là d'un rêve magique dans lequel j'étais doté de super pouvoirs que je découvrais au fur et à mesure de leur utilisation. Ce rêve n'était limité que par ma fascistissime imagination, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment de limite. Le temps d'un rêve, mon cerveau a produit ce film fantastique de haute voltige et m'a donné, à l'intérieur de celui-ci, le premier rôle, celui de Démiurge, de dictateur, capable donc et par sa seule volonté de construire un monde à son image. Effet de mise en scène, je reviens tout de suite, ne bouge pas ma petite chérie. L'audacieux essayait toujours de nous convertir à son idéal africaniste, mais plus il parlait, plus le flot d'excréments remontant de son intestin vers sa grande gueule d'esclave du système devenait important. Je précise que ce tas d'immondices était vomi par lui de travers, sur son flanc gauche, ne nous atteignant en aucune façon, et qu'il n'avait, c'est à noter, point d'odeur. Voyons, il ne fallait pas que cette petite farce n'indispose tes jolies narines, Hélène d'amour. Nous lui avons tourné le dos, mais après que j'ai conclu à son endroit la chose suivante. Les Noirs ne sont pas en voie de disparition, mon ami. Ils sont en voie d'augmentation, de très grande augmentation. Ne te trompe pas de combat, je t'en prie. Puis, en te regardant, j'ai continué ainsi. Les chaussures attendront, allons plus loin, ma belle. Je suis sûr que tu as déjà beaucoup moins mal aux pieds. Et en effet, tu n'avais plus mal aux pieds. J'avais envoyé des lutins jaunes et rouges te les masser en catimini. Le klaxon d'une voiture, trop près de nous, et qui n'avait pas le droit de se trouver dans cette zone, t'a fait mal aux oreilles. Je l'ai compris à ta mine crispée et parce que tu as serré très fort ma main, dans un mouvement réflexe. Cela m'a peiné. Je n'aime pas te voir souffrir, en rêve comme dans la réalité. J'ai alors puni d'un geste l'automobiliste, transformant son véhicule en bicyclette. Puis, une baguette apparaissant dans la main qui avait produit ce même geste, j'ai commencé à battre la mesure de la sorte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une valse de Vienne a alors retenti dans la ville, phagocytant les autres sons alentour et rendant tout ce qui vivait et bougeait muet. On n'entendait plus que la musique et nos pas sur le sol. Au milieu de la place, nous nous sommes mis à danser cette valse, cher ange, comme si nous en connaissions la technique depuis le jour de notre naissance. Parenthèse, il faudra s'y mettre pour de bon quand nous vivrons notre amour dans le vrai monde. Très vite, et comme nous épations la galerie, nous avons été entourés de passants qui nous regardaient avec étonnement et allégresse. Certains applaudissaient comme applaudissent les sourds et muets, avec les mains qui font les petites marionnettes, nous encourageant ainsi à continuer la danse. Nous faisions des tours et des tours sur nous-mêmes de plus en plus vite. C'était assez irréel et j'avais l'impression que cette chorégraphie avait lieu sur un lac d'eau bénite. Soudain, le pavé de la ville s'est transformé en une sorte de patinoire, chaque mouvement de danse nous emportant avec grâce et en un éclair vers l'autre bout de la place. Cette première téléportation nous a rapprochés d'un défilé de manifestants qui tenaient en l'air des pancartes hostiles à l'extrême droite et à nos saines idées raciales. Rien que de très habituel, crois-le bien, ma libellule. Ces gens-là ne brillent pas par leur créativité. Des « non au FN »
et autres France sans frontières encombraient ainsi notre champ de vision. D'un rot mystique, mais qui sentait la lavande, envoyé dans leur direction, j'ai transformé le texte de toutes leurs banderoles pour te faire plaisir, seulement pour te faire plaisir, en une seule devise écrite en majuscule et en bleu, bleu azur, comme l'est le bleu de tes yeux d'Irlandaise. Vive la race blanche! N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux, Hélène? Obliger rien que pour toi des abrutis de néo-communistes à faire la promotion de ce qu'ils haïssent le plus, eux-mêmes. D'un pas osé, mais en symbiose parfaite avec la musique, tu nous as fait valdinguer jusqu'à une fontaine, au-dessus de laquelle je t'ai penché, afin que tu y trempes ta chevelure rutilante. L'eau du bassin était chaude, parce que je l'ai voulu chaude, pour ne pas que tu tombes malade. Non loin de cette fontaine, un carrousel faisait sa ronde, sans utilisateur, comme s'il fonctionnait machinalement depuis des lustres, par habitude et sens du devoir. Je t'ai dit dans un sourire, fais-le, toi aussi tu le peux. D'instinct, tu as alors fait claquer tes talons l'un contre l'autre, et des dizaines d'enfants blancs, blonds, roux, bruns aux yeux verts et multicolores sont apparus sur les animaux en plastique du carrousel, riant aux éclats, innocents, beaux comme des petits êtres du ciel, en un mot, à rien. Combien aurons-nous d'enfants? M'as-tu demandé avec cette coquetterie de femme que j'adore. Autant que tu en voudras et que Dieu aura la bonté de nous accorder. Viens, mamie. Une autre valse, plus vive et brutale, a remplacé la précédente et rempli l'atmosphère de sa ténébreuse majesté. Et je t'ai emmené dans les grands boulevards en volant sur le dos d'un nègre invisible qui passait par là en faisant le taxi, coup de chance. Et à qui j'ai tout de même donné le droit de parler lorsque nous sommes arrivés à destination. C'est que tu tenais à le remercier en personne, cher amour, mais que tu le remercies en des termes que d'aucuns estimeraient peu élogieux. Tu as dit « Merci pour le transport, Bamboulino ». « De rien, madame, c'était un vrai plaisir. » Je raconterai le reste au présent de l'indicatif. Il me semble que cela convient mieux au récit de la séquence à venir. Nous sommes sur une immense avenue, marchant là où circulent en général les voitures dont les conducteurs, comprenant cette fois qui nous sommes et notre importance, s'arrêtent un par un et se garent en épi sur le bas-côté. Ils descendent de leur siège à notre passage, s'approchent de nous avec respect et nous saluent d'un bras antique, romain et foudroyant, pointé vers l'infini. Entourés ainsi de frères de sang, sur notre droite comme sur notre gauche, nous descendons l'avenue d'un pas cérémonieux, comme on le fait en avançant vers l'autel d'une église. Nous saluons notre public, nous aussi. J'oubliais de te dire que les spectateurs, bras tendus, sont classés des plus ignominieux aux plus nobles d'allure, en sorte que plus nous avançons, plus l'on trouve autour de nous de Français à la génétique parfaite, celle qui rend humain, scintillant et irremplaçable. Jusqu'à ce qu'on arrive enfin à un podium où nous attend un cerf à la peau blanche, et qui porte au cou la croix du Christ. Nous n'avons pas besoin de prêtres pour nous unir devant l'Éternel. Cet animal sera notre témoin et fera bien l'affaire. Une fois sur le podium, je me glisse à tes genoux et je sors de chacune de mes poches une chaussure pour remplacer celle qui te donnait du mal. Comme tu le vois, j'ai pensé à tout. Ce sont des chaussures de soirée toutes blanches, en satin et qui ont l'éclat du diamant. À cet instant, plus rien d'autre que toi, moi et le cerf immortel envoyé par le Très-Haut, qui restait stoïque sur l'estrade entre nous deux, n'existe alentour. Nous ne sommes plus sur le boulevard, nous ne sommes plus dans une ville, nous ne sommes plus en France, nous ne sommes plus sur Terre. Il n'y a plus que Lionel et Hélène, Tristan et Iseult, l'un en face de l'autre, figés dans le temps de l'amour. Nos corps sont immobiles et nous nous parlons, d'esprit à esprit, sans remuer nos lèvres, de la sorte. « Hélène, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?»« Oui, Lionel. » Juste après ton oui, nous entendons à l'intérieur de notre âme le cerf déclarer très solennellement « Amen !» Mais tu n'as pas encore fini de me répondre, en réalité. « Oui, à condition que tu me révèles ton secret, et que l'on ne se cache plus rien, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de nos jours. Puisque c'est là l'unique moyen de te faire mienne, je te murmure cette révélation à l'oreille, comme on souffle sur une fleur pour en libérer les pétales. Je vais sauver la France, mais pour y arriver, je dois d'abord assassiner... » Hélas, mon rêve s'est terminé avant la fin de cette scène. Accorde-moi un rendez-vous au plus vite, et laisse-moi te prendre avec déférence dans la foulée, comme je le désire, et comme tu le désires également, une nuit entière, pleine de fougue, de caresses et de baisers, et je trouverai alors la force de te présenter la part sombre de mon être, celle qui, je crois, pourrait nous libérer une fois pour toutes du joug ennemi. Tu auras peut-être trouvé ma lettre grandiloquente, mais ce rêve, je l'ai fait tel que je viens de le décrire, et je l'ai décrit sans aucune exagération.
L'amour que je ressens pour toi, Hélène, est absolu et inflexible. Il n'est pas nécessaire de fréquenter une personne plusieurs années pour comprendre si celle-ci est bonne ou mauvaise. Je crois qu'il en va de même dans la recherche de son âme sœur. Je pensais que ce concept d'âme sœur n'était qu'une invention de romancier médiocre. Mais ça, c'était avant de te rencontrer. Puisque nous avons à vivre ensemble quelque chose de grand, c'est une certitude, je te l'ai dit, je te promets le feu de la passion, mais aussi la tendresse d'un quotidien apaisé, auprès d'un homme qui prendra soin de toi, comme aucun autre ne saurait le faire. Je te promets tout et le contraire de tout. Le monde entier sera à toi si tu me laisses être ton prince, ma petite princesse. Sois sûr de ma féodale fidélité en amour. Sois-en convaincu, Hélène chérie. Ton Lionel, 29 avril de l'an 3017. Eh bien, si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire monter un peu la tension avant la sortie du livre, monter un peu le mystère, que les gens se demandent ce qui se passe. Pourquoi pas envoyer ce même lien en fait à des amis, hein, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous avez le lien donc vous êtes libre. Je vous déconseille de le mettre sur une de vos chaînes YouTube si vous y tenez, parce qu'il est probable que la vidéo soit censurée. Et donc voilà, vous auriez un ban, un avertissement. Encore une fois, merci à tous de votre soutien. Merci d'avoir patienté. C'est vrai que j'avais annoncé le livre en milieu d'année. Finalement, ça sort à la fin de l'année. Voilà, vous l'aurez dans les mains début janvier, quoi. Mais votre soutien me touche. Et si vous faites partie des personnes qui m'ont demandé par mail, c'est que vous êtes vraiment des conversaniens, je pense. Vous êtes la Dream Team, voilà. Bon, ben voilà, il n'y aura pas d'autres extraits. Le reste, vous l'aurez bientôt entre les mains. Et ce que je vous demande, c'est que lorsque vous recevrez ce livre, pour ceux qui l'ont commandé, bien sûr, faites ce truc de promotion qui marche très bien, qui consiste à vous prendre en photo avec le livre. Alors si vous voulez pas voir votre visage, que votre visage soit vu sur internet, vous mettez simplement votre œil, ou alors vous photographiez le livre avec votre main à côté. Vous voyez très bien comment font les gens. Plus mon livre sera visible sur les réseaux sociaux, et la photo de ce livre, plus bien sûr mieux c'est pour sa promotion. Ça est une évidence. Mais vous pouvez être certain que il n'y aura pas mon livre en première page de F de souche. Quand tu vas te renseigner sur F de souche, bam, il n'y aura pas un spam avec la couverture de mon livre. Mais même, je pense, sur les sites qu'on pourrait croire amis ou qui sont proches de ma ligne raciale, je suis franchement pas certain qu'on me fera de la promotion. Beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, beaucoup de haine à mon égard, que je ne comprends pas trop. Bien, allez, à très vite. Tchuss.